ben, bonsoir maintenant et bienvenue à cette session sur Internet of Things et Azure Stream Analytics avec Arduino. Évidemment, un premier mot, merci à nos sponsors. Comme sur toutes les sessions, je pense que tout le monde l'a bien fait cette année, donc c'est cool, qui nous permettent de faire ces événements-là, particulièrement à Selenza, hein, puisqu'évidemment c'est ma boîte, donc c'est normal que je les nomme. Non, il y a des Pyramid Analytics qui arrivent en Europe, c'est cool. Enfin voilà, c'est vraiment sympa à eux de sponsoriser ces événements. Je voulais commencer par un petit peu de logistique sur la session. Donc moi je suis Florian Eden, je suis MVP SQL Server chez Selenza. Donc il y a des gens de Selenza mais ils ne sont pas sur la photo, donc il faudra mettre à jour la photo. Voilà, cabinet de conseil qui bosse exclusivement sur les techno Microsoft en mode grosse expertise et avec un beau focus sur l'agilité. J'avais posé la question de l'anglais ou du français, mais comme on s'en rend compte, c'est parti pour le français puisqu'on parle tous français. C'est pas mal. C'est enregistré, mais évidemment, ce qui est important, c'est les gens qui se déplacent. Donc voilà, j'ai de l'amour pour vous. Et si on doit s'interrompre et tous venir regarder ce qui se passe, on s'interrompt et on regarde tout ce qui se passe. Donc posez vos questions, etc. etc. J'ai pas beaucoup de slides. J'ai principalement des démos et c'est principalement du code, donc du C, du Python. Sur le Linux, parce qu'on va voir Arduino, c'est du Linux. Sur le Mac, parce que j'aime bien faire du Mac. Mais qu'est-ce qu'on fait au SQL Saturday? Il y a quand même un petit peu d'Azure et de Power BI, puisque c'est la finalité de la chose. Et en effet, si vous voulez partir maintenant, vous pouvez. Si ça vous fait trop peur, je ne me vexerai pas. Donc l'Internet des objets, puisque c'est le nom de la session, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Je ne sais pas si on voit très bien la photo, mais c'est une vache, un pied de vache, qui est connecté avec un petit composant comme un Fitbit. Il y a l'article qui détaille tout ça ici, il y a la source. Et la question c'est, tiens, une vache connectée, pourquoi faire une vache connectée? Qu'est-ce qui est intéressant dans la vache connectée? Donc ça c'était un peu le défi qu'on a jusqu'à présent. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'ils font avec la vache connectée? Donc la vache elle est connectée, là il y a le schéma de l'archi. Elle a un petit sensor, un petit podomètre accroché à sa papate, qui est un Fitbit qui suit les activités. Dans sa petite maison, ça remonte sur une antenne, ça passe à un receiver, Wi-Fi, machin, etc. Ça remonte dans la maison du fermier et c'est envoyé sur Azure pour analyse et traitement. Mais la question c'est pourquoi on s'embête à faire du machine learning, de l'Internet of Things et pourquoi avec des vaches? Et ben en fait c'est parce qu'on s'est rendu compte que l'activité des vaches, des petites papates des vaches par terre, était liée à leur fécondité. Et qu'en gros la courbe jaune de l'activité de la vache, il y avait un gros pic, donc elle commençait à piétiner très fort, en gros 16 heures avant la période max d'ovulation de la vache. Donc quand on est en train d'élever un troupeau, c'est top, parce que comme ça on peut détecter que, en gros, plutôt que d'attendre un peu au hasard, puis le fermier qui regarde du coin de son champ en disant mais c'est laquelle ma vache qui est en train d'ovuler, puis un peu à Bistodenas comme on dit dans le sud-ouest, là on a un SMS directement qui dit attention, Berthe est en période d'ovulation, donc il faut y aller. Et ce qui est top, c'est qu'en plus, ils ont fait du machine learning là-dessus, puisque c'est dans Azure, donc on a aussi accès à Azure Machine Learning, et ils se sont rendus compte que il y avait une ligne à, donc c'était 16 heures plus tard. Si on était avant, on avait 70% de chances que ce soit une femelle, et si on faisait l'insémination artificielle après, on avait 70% de chances que ce soit un mâle. Donc grâce à cette mécanique, ils sont passés les paysans qui ont mis ça en place, en gros, complètement random sur les suivis, j'ai besoin de plus de femelles, j'ai besoin de plus de mâles, on ne savait pas. Et là, maintenant, avec une approche très scientifique et puis un petit Fitbit, on est passé en mode vraiment de pilotage de mon troupeau. Donc ça, c'est le genre de scénario qu'on peut faire. Alors évidemment, là, je suis allé vous chercher le scénario le plus compliqué parce que c'était ça qui était rigolo. Mais sinon, on peut juste mettre un capteur de pression de pneus ou de collision dans une voiture. Et puis, le jour où vous avez un accident, ça envoie automatiquement un message aux pompiers qui viennent vous chercher. Et vous n'avez pas besoin de les contacter. C'est détecté automatiquement. Donc, scénario beaucoup plus simple. Mais j'aime bien les vaches. Donc, c'était cool. Dans l'Internet of Things, on distingue 4 grands scénarios qui vont nous intéresser, qui sont représentés ici. Les briques oranges, c'est les capteurs. Donc c'est toutes mes petits, là c'est les Fitbits pour les vaches, c'est mon capteur de collision sur la voiture. Comment est-ce qu'il va communiquer avec mon serveur central? Donc j'ai quatre grandes approches qui sont juste qui appelle qui et qu'est-ce qui se passe. C'est du binaire et c'est toutes les combinaisons. Donc il y a 4 gros scénarios. Le premier c'est j'ai mon objet connecté qui va streamer des données à mon serveur depuis ses capteurs. Ça c'est le scénario qu'on va voir. Donc typiquement nous ce qu'on va voir aujourd'hui c'est un capteur de luminosité.
Et en gros, toutes les secondes, il va envoyer la luminosité de la pièce. Donc typiquement, c'est sur les téléphones, pour détecter la luminosité de la pièce et adapter la lumière de l'écran, ou même plus simple, quand il fait nuit, les lumières s'allument, hein, donc avoir des capteurs qui automatiquement détectent ça. Ou dans les voitures, évidemment, ce genre de choses aussi. Mais là, l'intérêt, c'est que ça va être streamé dans un serveur centralisé. Les requêtes où c'est mon device qui va typiquement aller demander à mon serveur central, tiens, donne-moi une information pour vérifier quelque chose. Donc typiquement, si vous avez pris des Autolib sur Paris, c'est mon Autolib, j'arrive avec ma carte, je passe ma carte, est-ce que Florian il a bien réservé une voiture? Ça va demander à mon serveur central et ça remonte. Les Autolib, j'en ai, je ne sais plus, 500, je crois, déployés dans Paris. Il faut que je puisse appeler mon serveur assez rapidement et avoir des réponses de manière rapide. Des commandes, donc là c'est dans l'autre sens. Moi j'ai mon serveur central qui va dire à tous mes devices, typiquement mets-toi à jour, arrête-toi, fais une analyse. S'il n'a pas beaucoup de batterie, il va juste attendre qu'on lui demande effectivement relève la luminosité, ou relève la température, ou relève les vibrations, mais il va attendre qu'on lui demande plutôt que le sens inverse. Avec évidemment toutes les problématiques de sécurité qu'on va pouvoir avoir, puisque là on peut, autant dans un sens, voilà, hein, on a des informations qui redescendent, autant aller pousser des commandes, ça toujours met en risque mes objets. Et les notifications, c'est pour info, tiens, il s'est passé telle chose, on est passé en zone bleue à la SNCF, donc j'ai tel type de traitement, on a changé notre tarification, etc. Donc voilà, pour information. Donc ça, c'est les 4 grands scénarios d'Internet of Things, du plus simple au plus compliqué, hein, globalement. Donc celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la télémétrie, c'est celui-là. Donc en termes de scénario aujourd'hui, on part d'une board, donc d'un circuit imprimé, qui est un objet connecté. Donc les 2 grands outils qu'on utilise pour les objets connectés à l'heure actuelle, c'est les Arduino et les Raspberry Pi, qui sont open source, qui ne coûtent pas trop cher et qui sont à une échelle de POC, hein, qui ne sont pas une échelle industrielle, c'est-à-dire qu'on ne déploiera pas 100 000 Arduino pour faire une flotte d'objets connectés, mais globalement pour faire tout ce qui est maquette et POC, c'est excellent. Sur lequel il y a un capteur, pardon, donc là dans mon cas c'est un capteur de luminosité. Je suis parti dans le mauvais sens, oui, pardon. Cette board, elle est compatible IP, donc elle va être capable de faire une trame HTTP auprès d'un serveur centralisé pour, donc toutes les secondes, envoyer l'information de son capteur. Dans notre cas, puisqu'on est quand même au SQL Saturday, sponsorisé par Microsoft, ce serveur central, c'est Event Hub, qui est le composant de Azure qui permet de faire l'intégration de données à grosse volumétrie dans ce type de scénario, donc il est fait pour ça. Ensuite, ça descend dans Stream Analytics pour être travaillé, repréparé et malaxé, et on va pouvoir analyser ça. Moi, j'ai choisi de le sortir à 2 endroits. Un Azure SQL Database parce que c'est la plus simple et ça me permet de tester que ma connexion elle marche bien. Et le deuxième pour aller sur powerbi.com. Ça, c'est un peu infernal avec les problèmes de licence, machin, etc. On y arrive, mais pour vérifier que tout marche bien, le mieux, c'est quand même d'avoir une connexion de test. Voilà pour le scénario de la journée. Donc à chaque fois, ça va être ce scénario-là, le scénario de référence. Donc on part évidemment du premier point, c'est la board Arduino. Une board Arduino, c'est quoi? Donc j'en ai une là. Comme ça. Oui, comme ça. C'est quoi? C'est un microprocesseur, il y a des capteurs, une alimentation. En gros, on a une série de ports qui permettent de faire des lectures digitales, donc qui sont capables d'envoyer un 0 à un 1 à 5 volts ou à 3 volts. Un GND, c'est un ground, donc c'est une masse. 13, 12, etc., numéroté jusqu'à 0. On a des ports analogiques qui sont capables de lire des valeurs entre 0 et, vu que c'est analogique, en fait, ça va être des lectures de voltage. Et ça, c'est du power. Voilà. On va être capable de construire des petits circuits électroniques comme celui-là. Donc là, on voit que ça, en fait, cette implémentation-là, elle correspond à ce circuit électronique. On a branché une résistance sur le port 13. Derrière, on a une LED donc, qui émet de la lumière. Et on a accordé ça à mon circuit électronique. Comme ça, on va pouvoir construire un petit circuit électronique autour de mon Arduino et qui va l'alimenter. Donc j'ai une petite board que je vous passe pour jeter un coup d'œil, voir à quoi ça ressemble de près. Ok, mais ça c'est bien, mais on faisait ça en électronique quand on était au lycée et c'était un petit peu rigolo, mais pas non plus trop. Ce qui est vraiment rigolo avec ça, c'est qu'on va pouvoir charger du code sur cet Arduino pour opérer sur les différents éléments qu'on a branchés. Donc typiquement là, c'est un des scénarios de base. Donc le code, c'est du pseudo-C, spécifique à Arduino, mais qui est vraiment un code simpliste, dans lequel on va dire, OK, là je vais déclarer mon port. Je vais dire, OK, ma LED, elle est sur le port numéro 13. On l'a vu, elle était branchée sur la prise numéro 13.
Je vais avoir une première boucle qui est une boucle de setup. Donc ça, elle est exécutée une seule fois au lancement, quand on met la board sous tension, pour paramétrer. Et ensuite, on a une deuxième boucle. Donc ça, c'est des mots réservés. Hein. C'est void setup et void loop, elles sont toujours là. Setup pour mettre en place. Et loop, évidemment, en fait, une fois qu'elle a fini le setup, elle loop en permanence sur celui-là. Donc là, sur le setup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit que la LED, elle est en mode output. Donc elle est en train de dire, sur le port 13, tu ne vas pas faire de la lecture, tu vas faire de l'écriture. Puisqu'évidemment, on veut l'allumer, on veut l'éteindre. Donc ce qu'on va pousser, c'est du up-down. Et derrière, sur la loop, qu'est-ce qu'il va faire? Va écrire sur ma LED high, position haute. Donc vu que c'est un port digital, il va envoyer un 1, donc il va envoyer le voltage de 5 volts, la LED va s'allumer. Ensuite, il va attendre une seconde, ensuite il va l'éteindre, et il va attendre une seconde. Et il va boucler en permanence sur ça. Donc là, on a bien un blink, hein, je m'allume, je m'éteins, je m'allume, je m'éteins, sur ma board, avec le petit code C qui va avec. Donc ça, c'est vraiment des choses simplissimes. Les premiers scénarios qu'on peut faire avec ces choses-là, c'est ça. Mais ça montre comment on va pouvoir mélanger. Et moi, ce que je trouve vraiment magique, c'est comment on arrive à mélanger du code avec des objets physiques. Et c'est ça qui est chouette. Et par rapport à mon scénario, on voit bien, on se dit, OK, ce que je vais pouvoir faire, c'est peut-être un setup qui initialise comme ça, comme j'ai fait là, mon board. Et puis ensuite, de dire, OK, toutes les secondes, tu lis sur mon capteur de température, sur mon capteur de lumière, pardon, tu l'envoies à Azure, et puis ensuite tu boucles. Tu attends une seconde et tu boucles. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Alors ça, c'est la board de base. Le problème là, que je vous ai cité, c'est que je vous ai dit, à un moment, dans ma boucle, là, j'appelle Azure. Une board comme ça, c'est pas capable d'appeler Azure par défaut, puisqu'il n'y a pas de port Ethernet, il n'y a pas de moyen de communiquer. Il n'y a même pas de microprocesseur, enfin, elle n'est pas équipée pour communiquer de cette manière-là. Donc il y a une deuxième board qu'on va utiliser qui est celle-là. Donc globalement, vous la voyez, elle est là. Hein. Et il y a le petit circuit avec le branchement qui est là autour. Alors elle a le droit à une clé USB. Et puis surtout, elle a un port Ethernet que là, je n'utilise pas. Et elle a un port Wi-Fi en plus. Voilà. Et là, ça, c'est la batterie, hein, évidemment. C'est une batterie USB de base. Donc celle-là, c'était la première que je vous ai montrée. La deuxième, donc elle a changé de nom. Hein, ça, c'est une Arduino Uno, ça, c'est une Arduino Yun. Donc elle a un microprocesseur supplémentaire. USB, network, enfin Ethernet, Wi-Fi. Là, on retrouve évidemment un montage. Ça, c'est un capteur de température. Une LED verte qui est branchée sur un port, ça doit être le 4. Une LED rouge qui est branchée sur le port numéro 3. Et manifestement, un capteur de température qui est branché sur un digital, un analogique. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir être capable de lire entre 0 et 1024. Ce n'est pas 0,1, c'est entre 0 et 1000. Justement pour avoir un relevé de température. Et donc cette board-là, cette particularité, c'est que non seulement elle a le système de base, donc la board de base plus le pseudo-C, parce que toute la lecture des capteurs se continue à se faire avec le microprocesseur d'origine, hein, en pseudo-C, et derrière, elle a aussi un petit microprocesseur qui embarque un Linux, qui va nous permettre de communiquer avec d'autres systèmes, en utilisant le Wi-Fi, en utilisant le réseau. Donc du Linux, moi j'ai voulu faire du Python parce que j'avais envie de faire du Python, donc dans mon cas, ce qu'on va voir, c'est qu'on va utiliser du pseudo-C pour communiquer entre le capteur et l'Arduino, et on va utiliser du Python pour communiquer de l'Arduino à Azure. Voilà. Et une des raisons pour lesquelles j'ai choisi Python, c'est qu'il y a un SDK Azure Python qui marche plutôt pas mal, donc il va me permettre de gérer automatiquement tout ce qui est authentification sans que j'ai besoin de le faire. Donc là, j'ai ma petite flèche qui part là en haut à droite, et ma petite flèche qui part en haut à droite, elle va arriver dans l'Event Hub. Donc l'Event Hub, je vais vous la faire en rapide parce qu'il y a énormément de sessions qui en traitent, très intéressantes, qui sont sur YouTube, dernier SQLSat, dernier JSS, prochain JSS, on en parle très régulièrement, c'est un super outil. Puis on va le voir rapidement comment ça marche, comment ça se configure. Je peux pousser énormément d'informations. Donc là, moi, j'ai un seul instrument, mais on peut en avoir 1000 ou 10 000, enfin 10 000 vaches qui envoient toutes les secondes des infos. Il faut quelque chose qui soit capable de gérer les authentifications, les reprises sur erreur, enfin tous les sujets un peu chiants de la connectique. C'est cette brique-là qui est capable de le faire. Et elle tient la charge, elle est capable de gérer par défaut 1 gigabit par seconde et 1 million de producteurs. Donc si vous avez 1 million de vaches qui pousse 1 gigabit par seconde de données, le truc il est capable de gérer. Et derrière, on s'abonne dedans et on va pouvoir consommer les données. Et donc si vous vous souvenez du scénario, quand on descend la chaîne, on va sur du Stream Analytics et du Power BI. Mais ne nous emballons pas. La première chose qu'on va regarder, c'est la partie C de ma board. Alors. Et c'est ça que j'aurais dû vérifier avant, c'est pas grave, au moins ce sera sur la vidéo.
Donc pour développer sur la partie C, on utilise un truc qui est voilà, ce machin-là. C'est un IDE, un outil de développement qui est spécifique à Arduino, qui est gratuit, qui vient avec, quand on achète la board, on va sur arduino.cc, enfin l'URL d'Arduino, et on peut télécharger cette board-là, cette IDE-là. Et ça, c'est le circuit que moi j'ai mis en place. Donc ça, je peux l'enlever parce que ça ne m'intéresse plus. Et on peut regarder le code depuis le départ. En haut, on a un include. En fait, à partir du moment où je suis sur une board qui fait du YUN, donc qui fait du Wi-Fi, on include le process.h. C'est ça qui va me permettre de communiquer entre la partie qui parle en C et la partie qui parle en Python. Là, on est dans la partie qui parle en C. La partie qui parle en C, elle a besoin de dire à la partie qui gère au petit Linux, tiens, en fait, je t'envoie une commande. Ça se manifeste ici, on include un process, et ça se manifeste là. Voilà, process, lance le process, exécute, run shell command, donc exécute la commande. Quelle commande? Celle qui est juste au-dessus. Ben, c'est un script Python qui est localisé dans le SDB1 Azure et c'est un script qui s'appelle .y, le string Python. Et envoie-lui le reading que tu viens de faire. Donc voilà, ça, la communication entre la partie C et la partie Python, elle se fait ici. Ensuite, on va aller voir le script Python à quoi il ressemble. Mais globalement, c'est une string, et en fait, on fait pour ceux qui font du SQL serveur, c'est du XP CMD Shell. Okay, je suis dans mon système et je lui dis, va exécuter une commande file system. Enfin, va sur le shell et va exécuter une commande. Ok, mais on s'est un peu emballé. Les premières choses qu'on va déclarer, c'est toutes mes constantes. Donc là, il se trouve que moi, ce que j'ai sur la board, c'est quoi? On voit que j'ai 3 LED, une verte, une rouge et une bleue. La verte, c'est juste pour dire que le système est online. La rouge, c'est quand j'initialise le système. Et la bleue, c'est à chaque fois que la bleue, elle s'allume, c'est que j'ai bien Azure Event Hub m'a confirmé que mon paquet était bien monté. Donc là, à chaque fois que la bleue, c'est un retour HTTP 201 sur ma requête qui envoie mon information de luminosité. Donc tout ça, c'est mes phases d'initialisation. On voit que ma bleue, elle est sur le port analogique digital 3, ma rouge, elle est sur le port digital 4. Mon senseur de lumière, il est sur port analogique 0. Bon, ça, c'est une constante. Hein, mon HTTP statut, OK, il est à 201. Ensuite, c'est mes variables. Hein, ben, combien je lis sur ma lumière. Je commence en disant que toutes mes ampoules, elles sont éteintes. Je les déclare en tant que sortie. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, sur un port, on peut soit dire que c'est de l'entrée, soit dire que c'est de la sortie. Bridge begin, c'est du spécifique. Je suis en train de lui dire, OK, ça va avec le include, j'aurais dû le dire. Bridge ta partie C avec ta partie Python. Et ensuite, je suis online. C'est parti. Là, on a un premier vrai morceau de code qui démarre, qui dit, OK, allume, donc digital write, allume la rouge. Prévient l'utilisateur que je suis en train de faire mon initialisation. Pendant 10 secondes, calibre, en fait, là, c'est un petit morceau de script tout bête qui dit, fais une lecture de luminosité. Si tu es supérieur à la valeur max que j'ai définie arbitrairement à 1023, eh ben, augmente la valeur max. Et si tu es en dessous de la valeur min, augmente la valeur min. Parce qu'en gros, ce que je vais recevoir, c'est des valeurs complètement aléatoires. En fait. Lui, ce qui me renvoie, il ne sait pas que je suis en train de demander de la lumière. Ce qui me renvoie, c'est un voltage sur un port. Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une valeur entre 0 et 1023. 0, c'est nuit absolue, et 1023 pour 1024. Hein. 1023, c'est lumière maximum. Donc, ce que je veux, c'est calibre-toi, donne-moi ta valeur min et ta valeur max. Donc là, j'ai 10 secondes pendant lesquelles je dois allumer et éteindre la lumière pour que mon capteur soit bien initialisé. OK. Donc ça, je vous l'avais dit, hein, première partie, mon setup. Mon setup, il est terminé ici. Donc j'ai déclaré mes LED en output, j'ai initialisé mon port. Et derrière, j'ai ma loupe. Ma loupe, elle commence là. Donc, allume la verte, éteins la verte. Voilà, c'est pour ça que je dis que quand ma verte est allumée, ça veut dire que ma loupe, elle est en train de s'exécuter. Digital write, mets-toi en high sur la LED green. Digital, mets-toi en vert, en low sur la green. OK. Lis l'information sur le sensor. Donc on voit que quand on parle à un capteur, à une sortie digitale, c'est digital write, digital read. Quand on parle à un capteur analog, c'est analog read ou analog write. Okay, c'est vraiment les mots-clés sont vraiment ça. Donc dans ma variable là, met une lecture de mon senseur de lumière. Hein, on se souvient c'était à 0. Là il y a une fonction un peu spéciale qui s'appelle map, donc qui est spécifique au scénario. Je lui dis prends la valeur sensor reading que tu es en train de lire.
et recaste-la moi entre 0 et 1000, entre sensor low et sensor high. En gros, passe de 0 à 1023 à 0 1000. Enfin, pas de 0 à 1023, j'ai commencé 0 à 1023. Potentiellement, j'ai lu 347, 1872, mais ça, c'est des valeurs dont je me fous. Moi, ce que je veux, c'est qu'il me le normalise entre 0 et 1000, pour qu'à chaque fois que je le redémarre, j'ai globalement la même valeur. Je construis mon appel Python sur ce sujet-là, je l'exécute, et pendant que je suis en train de tourner, j'attends. Là, j'attends un résultat. Tant que mon process P que j'ai lancé ici n'est pas terminé, donc tant qu'il est en train de courir, j'écoute ce qu'il me répond. Et donc là, qu'est-ce que je vais recevoir? Le résultat de ça. Donc Python s'exécute et il va me renvoyer de l'information. Comme toute application terminale qui s'exécute, renvoie des infos. Et il se trouve que là-dedans, quand on connaît comment Azure fonctionne, il va renvoyer tout un tas de code HTTP, puisque c'est des échanges HTTP que je fais. Et à un moment, il va me renvoyer le code 201, HTTP code 201. Donc j'attends d'avoir le code 201, et si j'ai bien le code 201, je suis content, j'allume ma LED bleue. Ou pas. Si, il est là. Là, je le récupère, donc j'attends mon code, je le récupère, et si je suis bien sur le code 201, s'il n'y a pas de différence en strcmp, donc je compare des strings, HTTP, sa statut et le code OK, alors allume la bleue. Okay, et à la fin, j'éteins la verte et j'éteins la bleue, et je recommence un tour. Donc OK, il y a un petit peu de code qui est spécifique. Ça, c'est du code qui existe, qu'on peut aller récupérer. J'ai mis les sources dans les slides. C'est du code qui est relativement simple et qui est relativement lisible. C'est du C de bas niveau. J'ai des loops, des loops while. Et en fait, la seule complexité que j'ai, c'est que j'ai du HTTP à un moment et que j'ai voulu faire le malin à vous mettre un capteur de lumière qui a besoin d'être calibré. J'avais fait la même démo avec un capteur de température qui, lui, est auto-calibré. Donc, il vous envoie une valeur entre 0 et 1024 et 1023 et c'est réglé. Voilà, j'ai voulu faire le malin, donc ça a rajouté la calibration. Mais sinon, à part ça, c'est quand même du code qui est relativement lisible. Voilà. Ce code-là, il est en train de s'exécuter maintenant sur cette borne, puisqu'on voit bien que la lumière bleue, elle est en train de s'allumer. Maryse, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais globalement, on a un retour qui est là. Mais ce code, il est sur mon système. La question, c'est comment je fais pour l'envoyer sur la borne. Parce que c'est beau de vous dire qu'il là, il est sur mon PC. Il est pas, je ne vous ai pas montré comment le faire passer là-dessus. Normalement, ça ne devrait pas marcher, puisque quand on fait des démos, ça ne marche pas. Mais l'intérêt d'une board Wi-Fi, c'est qu'elle est capable d'accepter du code en live. Je peux le pousser, ouais. Là, c'est normalement ce que je dois faire. Mais il y a de fortes chances qu'encore une fois, que ça ne marche pas. Elle est là. Elle est là. Elle a changé d'adresse IP. OK. Donc là, il y a toute une astuce parce que dans la dernière version de macOS X, ils ont sorti un truc qui est incompatible avec la dernière version de l'Arduino, qui fait qu'on est obligé de définir l'adresse IP de la board en dur dans les DNS locaux. Donc ça, c'est pas génial, mais c'est comme ça. Donc je suis en train de chercher ça, je suis en train de chercher ça, ça et ça. Ça, normalement, sur Windows, ça marche tout seul. Et je vous ai dit que c'était... C'est du 10.1.44.9. Ok, c'est parti. Donc normalement, maintenant, je devrais l'avoir. Le problème, c'est que lui, je ne sais pas si... S'il la voit, voilà. Dès que j'ai passé ma commande et voilà, elle apparaît. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais compiler mon code. Donc là, on voit qu'en bas à droite, on voit si on peut que ça a compilé. Et maintenant, je vais l'uploader. Évidemment, elle a un password pour éviter que tout le monde puisse uploader son code sur la board sans qu'on regarde. Ouais, pardon, je vais le taper une troisième fois parce que je crois que je me suis planté. Voilà, il est parti. Donc la board, elle va normalement s'arrêter sur la partie fonctionnelle, puisqu'elle est en train de recevoir par le Wi-Fi, voilà, elle a arrêté de clignoter, elle est en train de recevoir par le Wi-Fi son nouveau code à exécuter, donc la partie C, encore une fois. Et en théorie, on va attendre qu'elle tourne, et puis quand elle aura terminé, je vous le montrerai. Ça y est, rouge, je vous l'avais dit, rouge, ça veut dire qu'elle est en train de s'initialiser. Là, le capteur, il est en train de prendre la valeur max et la valeur min. Donc là, si j'étais quelqu'un qui voulait faire proprement son travail, je lui mettrais une valeur vraiment sombre et ensuite une valeur vraiment lumineuse pour écarter les extrêmes et faire qu'il ait des lectures de qualité. Là, je ne vous le fais pas.
Donc on aura des lectures foireuses. Voilà, c'était surtout ça que je voulais dire. OK, ça c'est cool. Maintenant, la partie qui nous manque, c'est le sendEventHub.py, donc la partie Python qui va communiquer à mon event hub. Donc là, je vais passer cette fois-ci sur du Python. Mon Python, il est où? Il est là. Alors, il est où? Il est là. Voilà. Oh, encore du code, c'est cool. Alors, celui-là, il faut le prendre un peu plus de manière... il est un petit peu moins lisible parce que, OK, c'est du Python, certes, c'est une chose. Le Python, c'est relativement simple. C'est un langage qui peut faire du script, qui peut faire de l'objet. C'est un langage qui a quasiment pas de ponctuation. Hein. Vous voyez, il n'y a quasiment pas de point-virgule. Il y a peut-être 2 points quand on déclare une classe, mais sinon, globalement, il ne se passe rien. L'indentation compte pour les... fait partie de la structure du code. Si vous indentez mal, vous allez avoir une erreur d'exécution. Et c'est un langage, par lui-même, qui est relativement simple et simple à lire. Ce qui est un peu difficile ici, c'est les imports et le SDK Azure. Donc le SDK Azure qui permet à moi, petit développeur Python qui ne sait pas faire grand-chose, d'exploiter les services Azure en faisant le minimum possible. Okay, je ne veux pas avoir à réapprendre comment gérer l'authentification avec Azure, ça ne m'intéresse pas. C'est tout un tas d'échanges, de requêtes HTTP via des machins, etc., des web services et tout. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est dire lui donner login mot de passe, envoie le login mot de passe, que ce soit sécurisé, mais moi, je n'ai pas envie de m'occuper de ça. C'est ce que permet le SDK. Par contre, ça veut dire qu'il a un certain formalisme qui est un peu défini par les gens qui fabriquent le SDK. Il y a des gens qui font des SDK très jolis et c'est très simple à utiliser. Là, sur celui-là, il est un peu en version 1.0, donc c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément très élégantes. Donc, import ainsi, ça c'est par défaut, c'est l'import de base de Python. Derrière, on va faire du Azure, du socket, donc on va importer ces éléments-là. Ça, je n'ai aucune idée de ce que ça fait. Enfin, si, ça fait des imports, donc je vais chercher des services spécifiques depuis Azure pour les utiliser dans mon code, mais je les ai surtout copié-collé de la documentation Azure pour être tranquille. Voilà. Où est-ce que je commence effectivement? Je commence ici. Donc là, on est passé sur de l'objet. On va déclarer un premier objet qui va être mon client Event Hub. Okay, donc je vais avoir un objet qui est un client Event Hub. Ensuite, je vais avoir un deuxième objet. Je pense que ça ne va pas marcher. Si. Ça, c'est commenté, donc je peux l'enlever. Voilà. J'ai un deuxième objet qui est un parseur de données. OK, j'ai un hub à qui je veux parler et j'ai un parseur de données. Parce que je reçois des données qui viennent de C et ensuite je vais les pousser sur Event Hub. Donc sûrement qu'il y a du malaxage, il y a peut-être des points-virgules, ou c'est exactement ce qui se passe. Le C va me pousser des données au format, je crois que c'est du JSON et je dois le pousser en CSV. Ou l'inverse, il me pousse du CSV et je dois le pousser en JSON. Je ne sais plus exactement comment j'ai merdé le truc. Et le vrai code, donc tout ça c'est de la déclaration, ça c'est mes imports. Okay, donc jusque-là c'était des imports d'éléments externes. Là j'ai les déclarations de mes deux classes. Et ensuite je vais faire quoi? Je vais créer un hub client, je vais instancier mon objet. Ok, j'ai un hub client. Je vais créer un parseur, très bien. Mon hostname, donc le nom de mon système, donc je vais déclarer une variable qui s'appelle hostname qui est le getHostname, donc lui il va s'appeler Arduino. Et mon censeur va lire l'argument 2 de, donc ça cette syntaxe spécifique Python, c'est de ma ligne d'appel. Donc quand j'ai appelé Python, je vais pousser deux arguments, donc elle est là, je vais pousser light 2 points avec ma valeur, et derrière je vais pousser youn, okay, qui est le nom de la borne. Donc j'ai bien un premier, donc qui sont séparés par des espaces, hein, donc j'ai une ligne de commande, une première valeur qui est light plus la valeur de mon heading, et un deuxième paramètre qui est youn. Donc ça, c'est le arg2, et ça, ce sera le arg1. Donc je dis que mon censeur, il s'appelle arg2, et puis ensuite, ce que je vais lui dire, c'est parseur. Donc parseur nettoie le message. Donc le message, c'est bien l'arg1, comme on l'a dit. Et là, c'est juste une blagounette, j'aurais pu directement mettre l'arg2 pour que ce soit plus lisible. Et le hub status, donc ça va être le statut de retour. Sur le hub client, envoie le message body hostname, body qui vient du parseur. Et le hostname, c'est mon nom. Donc on voit que là, très simplement, en fait, avec ce petit morceau de code, je vais créer une connexion auprès de mon event hub, je vais parser mes données et je vais envoyer le résultat de mon parsing. Donc le parsing, on s'en moque un peu, hein, c'est pour que vous montrez.
je reçois un device ID séparé par des virgules, je vais le splitter et je vais passer en CSV. Ok, voilà, donc c'est du CSV. Je récupère du JSON et je l'envoie du CSV. Et par contre, ce qui est un peu plus intéressant, c'est sur l'Event Hub client. Donc ça, c'est pareil, hein, ça vient de Microsoft en fait. Il y a mon password, donc ça, c'est rigolo. Je vais envoyer sur cet Event Hub là, il a un nom. Sur ma valeur de clé d'accès, c'est all avec cette valeur-là. Et je vais faire, et tout ça, c'est écrit par les gens de Microsoft hein, dans le SDK. Moi, les seules choses que je dois changer, c'est ça et ça. Et avec ce petit morceau de code, donc je vais pouvoir envoyer régulièrement. Donc c'est ce morceau de code-là qui va être exécuté à chaque fois que c'est appelé sur la partie loop. Et c'est ça qui va pousser les données. Donc où est-ce que j'ai ces informations-là? Si je vais sur manage.windows.azure.com et que je me connecte, donc il est là-haut, hein, manage.windows.azure.com, je vais voir dans mon service bus. Dans mon service bus, je crée un nouveau service bus. On est où? On est en Europe du Nord. On fait du messaging. OK. Donc la première chose que je crée, c'est ce qui s'appelle un namespace. Donc c'est un contenant des différents éléments que je peux créer. Voilà, c'est prêt. Là, il faut se méfier parce que quand il est tout neuf, il ne propose pas les Event Hub. Donc il faut recliquer en général. Voilà, le voilà. Ça, c'est la petite surprise en démo, on se fait toujours avoir. Donc maintenant, je vais créer un Event Hub. Il a besoin de quoi? Il a besoin d'un petit nom. Donc je vais l'appeler Input, région Batour North Europe, et il est bien là. OK, donc là, il est en train de me créer mon Event Hub, qui va être le gros collecteur qui va ramasser toutes les informations. Et je ne vais pas avoir le temps de le repousser, donc on va le laisser comme ça. On va utiliser celui qui est déjà configuré. Donc c'est bien ici, un Event Hub. Je vais dans mon Input, et j'ai des... donc on voit que j'ai déjà fait des tests. J'ai des informations de connexion. Mes informations de connexion, elles sont là. Et ça, c'est le fameux mot de passe que j'aurais pas dû vous montrer. Il est ici, et je vais le copier-coller côté Arduino. Voilà. Donc tout ça, c'est monté sur ma board. J'ai configuré ma partie en C, j'ai configuré ma partie en Python. Et en théorie, j'ai mes informations là qui montent. Donc j'ai ma lumière bleue qui s'allume à chaque fois qu'il y a toutes les secondes, à chaque fois que ma loupe elle s'exécute. Qu'est-ce que c'est long toujours ça? OK. Alors le Python, ce qui est rigolo, c'est que c'est vrai que je peux l'exécuter. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est que je vous ai montré un fichier texte. OK, super, un fichier texte. C'est à ce moment-là que... et d'ailleurs, on peut visualiser comment ça s'exécute. Ouais, on n'a pas le temps. Ce fichier texte, il est ici, et c'est là qu'intervient la clé USB. Puisqu'en fait, pour que lui puisse l'exécuter, en fait, il faut qu'il soit disponible, évidemment. Donc ce que je fais, c'est que je le mets sur la clé USB, et je branche la clé USB. Et c'est un petit Linux. Donc, par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire un petit SSH dessus. Donc, si je fais un SSH, donc une connexion à Remote Shell sur, il s'appelle Arduino fled.local. Donc là, je suis en train de me connecter via SSH au petit Linux intégré. De nouveau, j'ai un mot de passe. Voilà. Donc là, je suis bien sur un petit Linux. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Il se trouve que, évidemment, les disques qui sont montés sur le répertoire MNT pour mount. Là-dedans, j'ai ça doit être SDB 2.1. Voilà, j'ai 4 ports sur lesquels je peux monter. Ma clé USB, elle est montée là. Sur ma clé USB, j'ai un sous-répertoire qui s'appelle Azure. Et dans Azure, j'ai un sent-event-hub.py. Si on regarde, donc là, je suis bien en local sur mon système, hein, sur ma board Arduino. Si on regarde ici, je suis bien en train d'exécuter un python /mnt/sdb1/azure. Donc on a bien... D'ailleurs, je vais la prendre en entier, puis on va l'exécuter ici sur le SSH. Donc Python, voilà. Donc je vais lui dire light 1000 et c'est Yoon. Okay. Donc là, en fait, je suis en train de faire la même chose
Enfin, ok, la partie en C, elle est capable d'appeler le script Python, mais moi, je suis également capable d'appeler le script Python directement en étant connecté, puisque c'est un micro-ordinateur avec un Linux. Et j'ai bien reçu un code HTTP 201 de Azure Event Hub. Donc, si on veut vraiment le voir, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que je ne vais pas mettre light, donc je vais mettre test. Et là, on va voir en fait qu'en effet, j'ai bien une ligne qui n'est pas de la lumière, mais qui est un test. Donc, j'ai bien reçu un 201 Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir déployer son code sur le Yum. Ok. Ok, très bien. Donc la donnée, elle est partie. Maintenant, je vais vouloir l'exploiter. Donc là, je vais vous parler rapidement de Stream Analytics. Donc elle est montée, ma donnée est montée dans l'Event Hub. Une fois qu'elle est dans l'Event Hub, il va falloir que je la consomme. Maintenant, ma problématique, c'est que c'est la donnée qui est en streaming, c'est la donnée qui arrive en permanence. Or, nous, on a l'habitude de fonctionner sur de la donnée au repos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'on fait habituellement en SQL Server, c'est compter le nombre de voitures rouges sur le parking. Le parking, il est arrêté. Moi, je compte les voitures rouges, et en général, c'est ce que je fais. Donc ça, c'est la requête SQL qui est là. Ok, mais là, on n'est pas dans ce cas-là. On est dans un cas où les données, elles sont en mouvement. Donc on regarde l'autoroute, les voitures sont en train de rouler, et cette fois-ci, ma question, c'est combien j'ai de voitures rouges dans la dernière heure. Il y a une composante temporaire supplémentaire qui se rajoute. Donc ça change un petit peu les données, et par défaut, on se rend bien compte que le TSQL n'est pas équipé pour traiter ce genre d'agrégation, avec des données qui arrivent en continu. Et c'est là où intervient Stream Analytics, qui est donc le produit avec lequel on va consommer les données de l'Event Hub, où on va pouvoir, qui parle en TSQL, qui a une syntaxe spécifique sur lequel on va pouvoir définir un group by, donc avec une syntaxe qui dit tumbling window, donc ça c'est ma fenêtre temporelle. Donc tumbling window, c'est une fenêtre qui se décale de 1 heure. Donc là, en fait, cette expression en pseudo-transact SQL est équivalente à cette question-là. Un count étoile sur l'autoroute A10 des voitures de couleur rouge. Toutes les heures, je veux que tu m'envoies une ligne. Voilà, ça c'est cette syntaxe qui va permettre de faire ça. Il y a 3 types de syntaxe en pseudo-SQL qui est utilisée dans Stream Analytics. Donc celle que je vous ai utilisée là, qui est la tumbling window, bah, c'est les plus simples, hein, c'est-à-dire que toutes les 5 minutes, envoie-moi une ligne. Donc ça, c'est mes événements, ça, c'est mes comptages. Bah, moi, je veux qu'en sortie, côté sortie Stream Analytics, toutes les 5 minutes, je reçoive une ligne qui me fait l'agrégation sur ces éléments-là. On a la hopping window qui, en gros, on voit une fenêtre de recouvrement. Donc je reçois une ligne toutes les 10 minutes, mais elle recouvre de 5 minutes. Donc pour tout ce qui est moyenne glissante, rolling average, ce genre de choses, c'est très intéressant. Et la sliding window qui est un peu plus compliquée, où en gros, on attend l'événement, ça reset un compteur et ça relance, ça émet une ligne, et on attend encore les 5 prochaines minutes. Enfin, bon, là, c'est 3 minutes. Elle est un petit peu plus compliquée, j'ai pas trop le temps, mais voilà, ça qui correspond en gros avec ces 3 fenêtres-là, ça correspond à tous les scénarios métiers dont on peut avoir besoin. Côté Stream Analytics, on va donc avoir un scénario où en entrée, ben là, donc on a vu, hein, c'est ma board. Elle émet des événements qui sont stockés dans l'Event Hub. Ces éléments sont intégrés, on va pouvoir faire des agrégats, on va pouvoir faire donc les fameuses windows, des projections, donc des selects, on va pouvoir faire des left join avec des données de référence, on peut faire tout un tas de trucs avec Stream Analytics, moi j'en utilise qu'un minimum. Mais voilà, on a une fenêtre de tir, là on va pouvoir faire tout un tas de choses, et ensuite on va sortir ça, moi à la fois sur SQLDB et sur Power BI, c'est ça qui m'intéresse. Évidemment, on peut avoir des traitements en plusieurs étages, et à chaque fois ressortir sur un Event Hub, re-rentrer ici, avoir une autre étape de transformation, etc. Donc monter un espèce de pseudo-ETL directement à partir de ça et gérer tous mes cas un petit peu plus compliqués. Et une fois, évidemment j'ai cliqué du mauvais côté, et une fois qu'on a terminé ce traitement, on arrive dans powerbi.com. Puisque powerbi.com, celui qui est jaune, hein, celui qui est en ligne, pas celui qui est dans Excel, permet de se connecter automatiquement à Event Hub, à Stream Analytics et récupérer les données en live. Donc là, c'est ce qu'on aimerait bien voir. C'est ce qu'on aimerait bien voir, et on croise les doigts, parce que des fois ça marche, des fois ça marche moins bien. Toi, j'ai plus besoin de toi, toi, j'ai plus besoin de toi. Ok. Alors, le premier auquel on veut se connecter, c'est... C'est bon, ouais. Je vais checker là quand même qu'on reçoit bien des données. Donc 24 heures, c'est débile. Voilà, donc là on a bien.
voit qu'on est en train de pousser des messages. Là, 143 messages, donc il n'y en a pas beaucoup, mais globalement, c'est bien. On a bien les données. Depuis qu'on a lancé la session, on a bien les données de lumière qui sont en train d'arriver. Mais on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Ça, c'est Event Hub. Il ne se soucie pas de ce qu'il y a dans la charge. Tout ce qu'il prend, c'est qu'il reçoit les messages, il reçoit les connexions. Lui, il ne gère pas du tout les données. Celui qui reçoit les données, c'est Stream Analytics. C'est la petite roue avec les vagues. Donc là, j'ai monté un job. Évidemment, un job Stream Analytics, ça a quoi? Ça a une entrée, une requête de traitement et des sorties. Mon entrée, c'est un Event Hub qui s'appelle, c'est celui qu'on vient de voir, Arduino Fled, machin, etc. etc. Je reçois du JSON. Lui, il fait de la sortie en JSON, donc ça veut dire que je vous ai dit des bêtises tout à l'heure, il doit recevoir du JSON. Et en encodage du TF8. Ok, ça c'est mon entrée. En sortie, je vais avoir quoi? Je vais avoir ma base SQL de test. C'est ça qui me permet de vérifier que mon Stream Analytics il est bien en train de fonctionner. Et j'ai mon Power BI. Donc là, quand on veut rajouter, c'est pas difficile. On fait ajouter. On choisit par exemple Power BI. On crée un utilisateur Power BI qui va me donner des droits pour pousser. Évidemment, c'est un utilisateur qui a besoin d'avoir un Power BI Pro, donc un payant, puisque c'est ça qui permet les usages en temps réel. Moi, j'ai perdu beaucoup de temps là-dessus, ça ne marchait pas, je me suis un peu arraché les cheveux. Mais évidemment, je n'avais pas associé le compte Power BI, la licence Power BI Pro au bon utilisateur. Donc, super. C'est bien lui, celui qu'on définit là, qui doit avoir ce droit-là. Donc, j'ai bien, moi, 2 sorties. Le fait d'avoir 2 sorties me force à faire une query un petit peu particulière. Donc, pour ceux qui ont fait du TSQL, ils ne vont pas avoir peur, puisque c'est une syntaxe de CTE, de Common Table Expression, où je vais définir une première query qui va être, et là, on va voir, c'est relativement simple, from hard, on se souvient que Arduino, c'était le nom de mon input. Okay, from hard, je vais faire un select des différents champs que je reçois, de VSID, sensor ID, sensor type, qui sont les éléments qui sont envoyés par mon code Python. Python m'envoie ça. Je fais un average de ma sensor value. Okay. Pourquoi je fais un average? Parce qu'évidemment, je fais un group by. Pour rajouter cette fameuse fenêtre temporelle, ce que je fais, c'est que je veux une ligne uniquement toutes les secondes. Donc mon minimum temporel que je peux recevoir, c'est 1 seconde. Et je vais également récupérer un timestamp là pour avoir une notion temporelle. Donc ça, c'est ma requête. Et cette requête, je vais l'insérer à 2 endroits. Et la syntaxe, vous allez la reconnaître aussi. Select étoile from my query et je la fais into, donc le nom dans mon output, into output. Donc ça va partir vers ma base SQL. Et ça va partir vers mon Power BI. Okay. Ça, c'est important quand vous avez plusieurs sorties, de bien adopter cette syntaxe-là. J'ai passé aussi 1h30 à ne pas comprendre pourquoi il n'y avait pas de données dans mon Power BI, parce que j'avais une seule requête en fait, et quand il y a une seule requête, ça va alimenter seulement la première sortie, ça ne va pas alimenter la deuxième. Donc, faire attention à ça. Ok, donc là, tout est fait, je peux lui dire de commencer, c'est parti. Donc là, on va pouvoir aller vérifier les choses à 2 endroits. Le premier endroit, c'est dans la base SQL Azure, et le deuxième endroit, c'est dans le Power BI. Donc je vais me connecter rapidement. Ça passe. Ouais. Donc là, je lance Windows pour avoir un Management Studio parce que ça reste mon copain préféré pour aller requêter une base SQL. Celui-là. Alors oui, vu que j'étais sur Mac, quand je me suis connecté au Arduino, j'ai utilisé SSH qui fait partie par défaut de macOS. Évidemment, si vous voulez faire du SSH sur Windows, c'est PuTTY, que normalement on s'en souvient depuis des années. On l'a oublié, mais il revient nous hanter. Donc je me connecte sur mon serveur. Donc ça, c'est ma base SQL Azure, dans lequel j'ai des tables, dans lequel j'ai Arduino IoT, et je vais faire un select.1000. Comment est-ce que je me souviens que c'était celle-là? Je ne m'en souviens pas. Elle est là, dans mes sorties. Sur la partie SQL Database, j'ai bien le V6 267. Sur la table admin et la table, c'est bien Arduino IoT. Donc je confirme que c'est bien ça. Je ne suis pas en train de vous mentir. Je vais faire un order by event time desk. On voit que ça a tourné à 7h54-48 heures d'Azure. Et là, l'objectif, c'est d'attendre que celui-là se lance. Et en théorie, donc là, maintenant, il est running. Donc normalement, si ça marche, c'est censé marcher. Si ça ne marche pas, ça ne marchera pas, puisque c'est normal. Et ça ne marche pas. Donc, ok, cool. Est-ce que tu as commencé? Oui.
Donc on voit que lui, il a commencé, donc le job Stream Analytics, il dit, OK, moi j'ai commencé à recevoir des données. Par contre, je ne les vois pas dans ma base. Si, ça y est, il est là. Donc là, ce qu'on regarde, c'est ces lignes-là. Donc il y a un peu de latence le temps que tout se mette en place. Donc là, j'ai reçu une à de temps du serveur Azure 15h, 16 et 6 secondes. 16 et 21 secondes. D'ailleurs, je vais enlever le top 1000, comme ça on verra aussi le count de lignes qui va augmenter. 4074, 4075. Et en gros, donc voilà, là maintenant je commence à recevoir en live des informations de lumière. Donc on voit mon capteur de type lumière et ma valeur qui est 816. Donc si je prends ma petite lampe et que je la mets sur mon capteur de luminosité, on espère que ça va changer. Donc j'ai fait pour au moins une ou deux trames, voilà. Donc ici je suis obligé de refresh. Voilà, on voit 955, 968. Donc j'ai bien eu la lumière qui s'est augmentée. Bon, ça c'est cool. Franchement, c'est cool, c'est une première chose. Par contre, on reste en pool. Je suis encore obligé de faire mon refresh systématiquement pour voir mes données qui changent. Maintenant, avec Power BI, Microsoft a réussi à brancher l'un avec l'autre et on peut avoir directement dans powerbi.com connexion. Alors, c'est rigolo, c'est que là, je ne sais pas pourquoi, je vais vous donner un deuxième mot de passe. C'est toujours plus drôle. Voilà. Il faudra que je pense à le changer vu qu'il y a la vidéo. Ok, donc là ce que je vais faire, c'est que toi je vais te supprimer. Sinon ça marche déjà, c'est pas drôle. Toi je vais te supprimer. Ok. Et je vais te supprimer toi aussi en fait. Oui, et toi aussi je vais te supprimer. Je peux te supprimer toi? Oui, je vais supprimer tout le monde. Ok. Et avec un peu de chance, j'aurai tout cassé. Voilà, donc j'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Donc là j'ai tout cassé pour vous prouver que j'étais pas en train de mentir. Donc ce qui se passe en fait, c'est que mon job, il va créer le dataset sur Power BI au lancement. Donc s'il détecte que le dataset n'est pas là, il va le créer. Donc ça veut dire que là, maintenant que j'ai cassé le dataset alors qu'il était en train de runner, je suis obligé d'arrêter le truc et de relancer le truc. Ce qui est un peu pénible, mais c'est comme ça. Et en plus, c'est un peu long, donc ça va être un peu pénible. Power BI, donc ce qui va se passer, c'est que Azure Stream Analytics va créer automatiquement un jeu de données sur lequel je vais pouvoir construire un graphe. Et ce graphe va se mettre en temps réel, à jour, dans mon tableau de bord. Et sans que je change rien. Donc mon utilisateur, lui, il va voir son graphe, si ça fonctionne, évoluer tout seul. Donc il a fini, je le relance. Voilà. Là, on voit qu'il est starting. En gros, on attend que ça passe à running et normalement, ça devrait fonctionner. À noter ici, si vous vous prenez la tête, il faut aller sur l'administration. Et là, le compte avec lequel je suis logué, donc qui est le même compte ici que celui qui était utilisé pour faire l'output de Power BI, il faut qu'ici, il soit... et ça, c'est du SharePoint, donc je suis toujours un peu mal à l'aise, mais c'est là... Voilà, il est bien Power BI Pro. Si vous n'avez pas ça ici, ça ne peut pas marcher. Donc, ça ne vaut pas le coup de s'énerver. Moi, les deux bugs que j'ai eus, c'est ça. Et le deuxième truc que j'ai eu, c'était ne pas avoir la requête avec les deux sorties. C'est ça qui m'a fait perdre du temps. Et cette utilisation... MVP, ouais. Non, si, maintenant il y a une licence pro avec les comptes MSDN. Si, monsieur, oui, monsieur, très très bonne question. Il faut que tu ailles sur msdn.microsoft.com et c'est dans les avantages. Et au milieu, il y a activer l'avantage Power BI Pro. Voilà. Et là, c'est encore un cauchemar de savoir quelle adresse tu mets dedans. Moi, il se trouve que tu vois, j'ai mis un compte un peu chelou là, que j'ai créé ici. En fait, dans ton portail, tu as un Azure Active Directory. Cet Azure Active Directory peut te créer des comptes utilisateurs que à la fois tu vas maîtriser et à la fois sont des comptes pro. Tu vois, des comptes organisation. Tu sais, il y avait un bordel à un moment entre le machin, etc. Et ces comptes-là, tu vas en créer un ici et c'est à lui que tu vas donner la licence. Comme ça, en plus, tu pourras le partager avec tes copains. Tout le monde pourra utiliser le même compte pour ce scénario-là. Non, Microsoft, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai du tout ce que je te dis. Tout le monde va avoir un compte. Voilà, là, tu le crées ici, là, utilisateur. Et c'est lui
Là, tu fais juste le créer et c'est à lui que tu vas donner la licence. OK. Normalement, si ça a fonctionné ou pas, là, je devrais avoir un dataset qui est apparu. Mais évidemment, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Déjà, est-ce que ça refresh? Donc, c'est là qu'on est content d'avoir l'Azure SQL Database, parce que des fois, on ne sait plus qui parle plus à qui. Lui, il émet du bleu. S'il émet du bleu, c'est qu'il parle à l'Event Hub. Normalement, l'Event Hub, il parle assez facilement au Stream Analytics. Donc là, c'est assez pénible parce qu'on a très peu d'outils on a du mal à diagnostiquer ça, mais normalement, ça fonctionne. Par contre, après, est-ce que Stream Analytics part à la base de données? Oui, il parle à la base de données. Donc ça veut dire que, OK, il tourne 34, 36. Non, il ne parle pas à la base de données. Là, ça n'a pas bougé. Là, ça ne bouge plus. OK, donc je peux me soulager. Ce n'est pas Power BI qui a coincé, c'est Stream Analytics qui ne s'est toujours pas lancé. Donc si on tourne voir Stream Analytics, est-ce qu'il est en running? Il est toujours en starting. Donc ça m'inquiète un peu parce que là, il me semble que je vous ai parlé quand même un peu pendant 2 ou 3 minutes. J'aurais bien aimé qu'il soit plus en... J'aurais bien aimé qu'il soit en train de tourner. Ah, mais en même temps, il me le dit, là, il n'a pas starting. Ok. Pas cool. Pas cool. Et là, le problème qu'on a aussi sur... et ça, c'est le problème du PaaS, hein, du Platform as a Service. Là, ce que vous voyez, la manière dont je le fais, là, avec les choses, avec 3 onglets, j'ai besoin de déclarer rien d'autre, quoi. C'est vraiment... je déclare mes trucs, ça marche tout seul. Le problème, c'est qu'on n'a aucune visibilité sur ce qui est en train de se passer, quoi. Et là, clairement, normalement, il met 2 ou 3 minutes pour se lancer. Là, il met 7 minutes, 8 minutes. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose qui n'était pas bon? La seule chose que je sais, c'est ce machin-là qui marche quand il a envie de marcher. Il est stopped, il est validé. Ça, je pense que c'est le deuxième lancement. Start streaming, donc quand il start à streaming, il est là. Ouais. Moi, en gros, j'ai rien, quoi. En gros, on m'a dit que voilà, j'ai soumis une demande de lancement de job. Ok, c'est cool. Moi, ça m'aide vraiment pas, quoi. Ok, super. Ok, donc vu qu'on est sur un... Ouais, je vais le laisser tourner, là. De toute façon, je peux le stopper, si je peux le stopper. Est-ce que je le stoppe? Trop tard, j'ai stoppé. Est-ce que c'était une bonne idée? Je sais pas. On va voir. Donc normalement, ce qui marche, c'est quand ça marche, c'est super chouette. Et vous pouvez me croire sur parole, je t'ai montré ou pas? Non, je t'ai pas montré, merde. J'ai montré à d'autres gens. Il y a quelqu'un quelque part à qui j'ai fait une démonstration et ça marchait. Okay. Mais quand ça marche, c'est chouette. Et ce que je voulais juste vous montrer, c'est que tout ça... Alors moi, je trouve ça génial parce que c'est tout un tas de choses. On fait tout un tas de petites choses différentes. Le code, il est beaucoup plus simple qu'il y paraît. Ok, le Python, il faut l'apprendre, mais globalement, c'est simple. Moi, j'ai ça, qui est le starter kit, qui coûte, je ne touche pas de commission, il coûte 80 € sur Amazon, avec la board et puis tous les petits capteurs. La Yoon, elle coûte un peu plus cher, celle avec le Linux et le Wi-Fi. Moi, je vous recommande de jouer avec, même si les experts disent « ouais, mais elle est un peu vieille, etc. » et tout ça. Au moins, il y a le petit Linux, Python, ça marche bien, tous les scénarios, il y a tout un tas d'articles. Là, ce monsieur, c'est un monsieur... a fait un excellent article sur lequel j'ai piqué les 3/4 de mes scripts et ça marche tout seul. Ce monsieur-là de chez Microsoft a fait un super lab sur Stream Analytics. Là, avec celui-là, vous n'avez même pas besoin d'avoir une Arduino board, il y a juste besoin d'avoir Visual Studio et vous simulez l'envoi de trames. Donc vous pouvez jouer avec la fin sans avoir le début. Donc comme ça, on peut jouer avec la chaîne sans avoir à acheter quoi que ce soit. Et évidemment, il y a toujours des offres gratuites sur Azure. Power BI, le problème c'est qu'il faut l'offre la partie payante. Donc ça c'est un peu la partie qui à mon sens c'est vraiment... donc soit on a un MSDN et auquel cas c'est gratuit, c'est compris. Soit sinon c'est 10 $ par mois par utilisateur. Enfin 10 $ par mois, je trouve pas ça très cher. Il en est là, allez on essaye, on a 5 minutes pour voir s'il se lance. Ah ok, donc il avait bien fail. Hein. J'ai bien une opération de fail sur la précédente. Ok. Donc là, globalement, ce qu'on attend, c'est que les lignes apparaissent ici. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, parce que je suis allé peut-être un petit peu rapidement. Ok.
J'avais fait des premiers tests avec de la vibration, on voit que j'ai mon capteur de vibration, mais le problème c'est il était très difficile à lire des valeurs en fait. Le capteur de vibration, il faut vraiment, là j'ai tapé comme un bourrin dessus, j'ai failli tout éclater, j'ai une valeur, mais sinon, on lisait rien, donc c'était vraiment pénible. Avant, j'avais fait un truc sur de la température, et évidemment, rien ne m'empêche de brancher les 3 capteurs sur la board en même temps, et puis à chaque envoi de trame, d'envoyer les 3 valeurs. Et c'est souvent ce qui marche dans un scénario de maintenance prédictive, où en gros, dans un robot, dans une usine qui assemble des voitures, on va faire la température extérieure, de l'huile, les vibrations, la température de l'air, tout un tas de lectures. On envoie ça sur ce type de plateforme. Et si jamais on se rend compte que tel élément dépasse un certain seuil, on arrête le robot, on envoie un technicien qui va vérifier ce qui se passe. J'essaie de meubler en mode... hein. Ouais, j'ai peur. Hein. Mais en même temps, il faut quand même se rappeler de quelque chose, c'est qu'à chaque fois que je fais une démonstration sur Azure, normalement, ça crache. Ça me semblait un peu bizarre que ça marche depuis quelques temps. Voilà. Ouais, ça, oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Et là, et c'est là où je vous dis que là, on peut rien faire, quoi. Là, on dit merci, en fait. Base de données SQL, Stream Analytics. Stream Analytics, il va bien. Bon, bah, tout va bien, alors, ok. Il est là, et il est vert. Donc, on n'a pas de problème. Donc, c'est bien. Si on n'a pas de problème, c'est que tout va bien. Le deuxième endroit où on peut vérifier si ça va pas, c'est sur le forum Azure MSDN. C'est support. C'est pas ça. Pourquoi je fais ça dans ce sens-là? Pourquoi ça marche pas? Voilà, c'est ça le mot-clé magique. Ok, là, ce que je veux, c'est nettoyer tout ça, rajouter Azure Stream Analytics. Et vérifier si j'ai des copains qui ont le même problème. Bon, on voit que là, je ne sais pas quand est-ce que ça date. Voilà, il y a 21h, donc a priori, il n'y a personne dessus. Les Américains sont en train de dormir à cette heure-là, ou de se lever plutôt. Et il est running. Ah! Alors, ouais, 57 002, 4231 lignes, 4232 lignes. Ok, vite, on va voir côté. Il est là. Mon Arduino, Azure Stream Analytics. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est la valeur du capteur, ok, par temps et par device. Ok, donc celui-là, je l'aime bien. Je l'enregistre. Je vais l'appeler Arduino parce que je suis un garçon simple. Et donc ici, ça, côté rapport, donc ça c'est mon dataset, hein, c'est ma source de données. Ensuite j'ai mes rapports, donc ça c'est les différents éléments que je vais construire avec le designer qui vont me permettre de faire des visualisations. Si je veux le voir bouger en temps réel, il faut que je le pin, il faut que je le mette dans un tableau de bord. Le tableau de bord, c'est effectivement ce que je vais exposer à mes utilisateurs. Donc là je vais l'appeler Arduino aussi parce que je suis très original aujourd'hui. Et celui-là, ce que je vais faire, c'est que je vais le pin sur... Ok, épinglé sur mon tableau de bord. Donc maintenant elle est ici. Celle-là elle est censée bouger en temps réel. Donc je ne sais pas si vous le voyez. Pourquoi tu me fais ça? Voilà, arrête de bouger. Si, bouge. Non, je dis des bêtises. Bouge. Voilà. Donc on l'a qui bouge. Et si je mets la lumière, l'objectif, on va compter entre le temps où j'allume et le temps où ça va s'afficher. Donc là évidemment ça, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, le voilà qui apparaît. Donc il y a quand même quelques secondes de latence, hein, on s'en rend compte. Entre la connexion Wi-Fi, la traversée de l'Event Hub, et il y a évidemment la seconde de Tumbling Window, parce que là, lui, il envoie des événements, en gros, tous les certains temps, mais quoi qu'il se passe, Stream Analytics ne recrache une ligne que toutes les secondes, mais on voit bien que ça marche. Et ce que je vous disais sur la calibration, hein, c'est que j'ai fait une calibration qui est n'importe quoi, donc plutôt que d'avoir du 0 à noir et 1000 à lumière, je suis entre 800 et 1000, super, donc j'exploite que la moitié de mes valeurs. Mais bon, voilà, si j'avais calibré correctement, ça aurait été mieux. Voilà,
Stream Analytics, Power BI en temps réel. On a un invité VIP, vous ne le voyez pas, mais regarde, je mets de la lumière. Prêt? Lumière, lumière, lumière. En bas, boum, capteur de lumière. Attention, attention. Monsieur Riel, attention, monsieur Riel. Allez. Ah! Ok? Merci, merci, merci. Donc voilà, merci beaucoup pour cette session. C'est des questions, je suis dispo. Je pense qu'on va arrêter la vidéo. Merci, monsieur Sauger. Avec plaisir. Bon, ça marchouille. C'est cool. Ouais, regarde ça. Ça a l'air de rien, ça. Ça a l'air de rien, ça. Ouais, mais c'est une victoire.